Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes amis, mesdames, messieurs, l'année passée, Christian de Portzamparc inaugurait cette nouvelle chaire annuelle dédiée à la création artistique. Il n'est pas étonnant que vous ayez choisi en premier lieu un architecte, tant cette discipline symbolise rigueur et invention. Il existe bien des liens entre architecture et musique. Le plus important est sans doute la disposition naturelle de ces deux arts à envisager leurs espaces respectifs sur des paradigmes de forme et de proportion. De 1974 à 1978, j'ai suivi les cours de Yannis Xenakis à l'Université Paris 1. On connaît la double formation de Xenakis. Ingénieur, il fut pendant 12 ans collaborateur de Le Corbusier avant de devenir le si singulier compositeur que l'on sait. Xenakis a beaucoup compté pour moi. Il parlait souvent d'architecture et cela m'a sans doute incliné à étudier un peu cette discipline qu'il aimait particulièrement. C'est aussi pour moi une histoire de famille. 2 de mes frères sont architectes. À l'unité pédagogique d'architecture des Beaux-Arts, je me souviens m'être passionné pour toutes les questions afférentes aux assemblages citadins. Par exemple, comment une construction moderne peut-elle s'ajuster dans un tissu d'immeubles plus anciens? Comment fait-on pour négocier l'encoignure et l'équerre de cette même construction si l'arête du mur adjacent doit être impérativement préservée? Comment aménager cet espace-là en l'agrandissant? Comment réduire celui-là? Comment faire tenir ce volume-là dans cet autre-là? Comment déplacer une symétrie? Comment désynchroniser les lignes d'un volume? Comment en composer d'autres? Comment les recomposer en les renversant puis en les dénouant de façon nouvelle? Toutes ces questions relevaient d'une multitude de techniques de construction. J'effleurais à peine leurs réponses dans le domaine de l'architecture. Elles étaient d'abord pour moi des interrogations propres à la composition musicale. Comment passer de cette ligne mélodique aiguë à celle-ci plus grave? Comment associer cette autre ligne à cet ensemble de sons plus complexes? Comment isoler cet instrument de la masse symphonique? Comment passer d'une allure rythmique à une autre? Comment réduire le volume d'une orchestration tout en accélérant sa vitesse? Comment épaissir telle ligne en réduisant le volume harmonique des instruments qui l'accompagnent? Comment peut-on brusquement changer l'angle d'une musique? Et précisément, dans le domaine de la musique, que peut signifier un angle, un volume, une ligne, une masse? Au-delà d'une proximité conceptuelle de convenance, j'ai toujours aimé observer la façon dont les architectes abordent leurs problèmes de forme et de composition. Cela m'a toujours aidé à dénouer un peu les miens. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, j'ai le redoutable honneur d'avoir été choisi par vous pour parler de création musicale. Bien au-delà de moi, c'est toute ma profession que vous distinguez et je vous remercie chaleureusement de l'intérêt que vous lui témoignez. La musique n'est pas une inconnue au Collège de France. J'ai franchi ses portes la première fois le 10 décembre 1976 pour écouter la leçon inaugurale de Pierre Boulez, Invention, technique et langage. Cette leçon et toutes celles qui suivirent ont durablement impressionné le monde de la musique. Rappelons brièvement que leur objet fut la théorie musicale. Tout au long de ces années, Pierre Boulez a reconsidéré tous les principes du langage musical au sein d'un projet théorique et esthétique extraordinairement structuré. La notion de langage musical est une des plus complexes et controversées qui soit. Désignant l'existence sous-jacente d'une logique, la conception boulésienne du langage suppose une organisation du matériau sonore en strates clairement hiérarchisées qu'il n'est pas toujours aisé d'analyser dans toutes les expressions musicales.
Pierre Boulez s'est livré à une synthèse de grande envergure et aujourd'hui, ses écrits ne cessent pas d'être lus et pensés par les tenants des esthétiques musicales les plus diverses et parfois opposées. C'est en cela que les écrits de Pierre Boulez, dont je salue la présence ce soir, sont œuvres d'une grande liberté. Le savoir en train de se faire, c'est ce qu'expose en principe un enseignement au Collège de France. J'entendrai donc la création en train de se faire. Tel est le modèle explicite, le programme de cette chaire de création artistique. Or, déjà dans sa leçon inaugurale, Christian de Porzenparc se demandait s'il est possible d'enseigner la création. Que serait témoigner d'une création musicale en train de se faire? Est-il possible de rendre compte d'une composition en cours? Je ne le crois pas, tant l'exercice de la composition m'a enseigné que le phénomène d'invention des sons semble irréductible à l'exposé. En revanche, on peut révéler le contexte d'une création musicale en décrivant l'enchaînement des décisions qui permettent ou autorisent son écriture. Mais décrire une procédure de progression dans une œuvre musicale n'est pas la création en train de se faire, ce n'est qu'une description. S'il y a bien une chose à laquelle ma vie de compositeur ne m'a guère préparé, c'est très exactement à me tenir aujourd'hui devant vous pour tenter de répondre à cette énigme. Vous me pardonnerez cette impertinence, mais pour créer de la musique, il faut souvent ne rien savoir de ce qui est en train de se faire. Car la musique ne dit rien, et on ne dit jamais rien sur la musique. Dire sur elle est insensé. Alors, on n'en dit rien, jamais. À défaut de pouvoir la dire, on en parle. Mais parler de musique semble toujours nous plonger dans l'obscurité tant son sujet se dérobe. La musique se parle, mais condamne à la glose tout commentaire. On n'y voit rien non plus. Pas d'image objective certaine, pas de contenu, pas d'objet. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne désigne rien, mais lorsqu'elle se tait, à chaque fois, ne subsiste en nous qu'un sentiment vif, presque incommode, délicatement douloureux, comme une peine. La musique, lui, et se dissipe telle une illusion. Secrètement, elle résonne, mais son écho vient toujours trop tard. La musique, c'est le deuil incessant de l'instant. Roland Barthes disait « La musique, c'est ce qui ne revient jamais. » Nous pourrions ajouter « c'est toujours avant ». En somme, c'est toujours déjà fini. Écouter la musique, c'est comme une menace, la menace que cela soit encore déjà fini. Alors on s'obstine, on écoute à nouveau, et puis ça n'est encore plus là, et même moins qu'avant. Et ça recommence. Avant la musique, il y a le silence. Juste après, ce n'est plus qu'un souvenir du silence d'avant. Toute l'ambiguïté de l'écoute réside en ces fragments d'instants qui n'en sont déjà plus. Celui qui écoute présume appréhender le temps, et pourtant le temps, ça n'est pas. Quand même, on sait bien que ça désigne quelque chose. Alors la tentation nous reprend, on écoute encore, et tout recommence. Comment faire pour dire ce temps qui ne cesse pas de ne pas se dire? Remarquons que la nature du temps passé à écouter est surtout occupée par un repérage d'ordre topographique. L'écoute se déploie d'elle-même, pour ainsi dire, à notre insu. Quelque chose conduit notre cerveau à analyser extrêmement rapidement les enchaînements et les bornes énoncées par le flux. Écouter, c'est repérer les lisières d'une forme. En vérité, il s'agit d'un mécanisme de reconnaissance des bords plutôt que des réelles limites, car nous ne pouvons encore concevoir la forme temps de cette musique. Lorsqu'elle s'achève, nous croyons accéder à une totalité, une démonstration de ce temps-là. J'aime à penser que nous nous trompons. Toute œuvre musicale, d'après moi, nous convoque au contraire à une errance, peut-être même à fuir le sens, du moins celui dont notre monde est saturé. La musique, c'est un autre sens,
une autre logique. C'est pourquoi elle est irréductiblement paradoxale. Mes propos de compositeur, je le crains, seront souvent paradoxaux dans les mêmes proportions. Cette écoute cheminante est l'expérience d'un temps que nous pensons réel alors qu'il s'agit d'une intention. Correspondre avec le temps d'une œuvre, en saisir son existence, est un chemin qui ne mène nulle part. Il est aisé de constater que la musique échappe à toute appréhension matérielle. En effet, la musique ne laisse aucune trace. Son apparition se confond avec sa disparition. La musique s'efface si vite qu'il est impossible d'en saisir l'étendue. Du fait de son caractère interprété, la musique s'enfuit du monde des définitions concrètes et retrouve une pure intentionnalité. Écouter nous mène aux portes d'un monde infiniment subtil, celui des émotions. N'ayons aucune méfiance envers ce mot. L'émotion est une condition mentale à laquelle pas un n'échappe. Ce que nous recevons de la musique est une émotion. Certes, les émotions se combinent et se confondent en ensembles confus, mais elles nous transforment. L'émotion est un mouvement, et c'est par l'émotion que l'esprit et le corps se recomposent. Écouter, c'est éprouver la conscience d'une expérience qui se manifeste entre un fait psychique et un fait physique. Où naît cette expérience ? Et d'abord, d'où naît une musique ? Peut-être une œuvre musicale n'a-t-elle pas d'origine bien définie, car sa provenance se perd et s'oublie dans la profusion de ses interprétations. Écouter, c'est retrouver cette perte du sens. Écouter la musique, c'est inventer les exigences de cet abandon. Mais composer n'est pas écouter. Celui qui compose entend, mais il n'écoute pas. Adolescent, il m'apparaissait que tout cela relevait du même empressement. Et longtemps, j'ai confondu composer et écouter. Je craignais de composer parce que j'en ignorais tout. L'oreille, organe de la crainte, nous dit Nietzsche. Je n'avais même aucune idée de la composition. Écouter restait le seul moyen disponible à cette impensable transgression. L'écoute était comme une ombre, l'ombre du composé. Le temps du philosophe, celui du physicien, ne sont pas ceux du musicien. Aucune des démonstrations spatio-temporelles de la philosophie ou des sciences ne convient à la musique. Les musiciens préjugent que le temps est leur matière principale, mais peuvent en avoir une connaissance presque rudimentaire. C'est le fameux syndrome du mille-pattes. Cette petite bête rampante cesse d'avancer dès qu'elle s'interroge sur le fonctionnement de sa propre marche. Les compositeurs connaissent bien ce paradoxe. On n'écrit pas de la musique avec du temps, mais avec des durées. Composer, c'est assembler des blocs de durée. Composer, c'est fragmenter encore et encore ces blocs, puis les dilater jusqu'à l'épuisement en dissimulant les traces de leurs incessantes métamorphoses. Composer n'est pas ordonner le temps. Lorsque l'on compose, on n'ordonne pas les choses avec le temps, mais à côté du temps. Ce que nous pensons comme un événement avant n'a guère plus d'importance que ce qui viendra après. Composer n'est pas démontrer. Composer, c'est inventer des impulsions et des flux. C'est comme l'eau d'une rivière, ça vient de plus haut, ça passe, l'on sait où ça va, mais ça n'est pas cela qui nous préoccupe. Composer, c'est inventer des chemins de traverse, des éloignements, des distances. C'est comme fuir et s'enfuir toujours. Mais composer, c'est long et lent.
très lent, très très long et lent. Ça n'avance jamais. C'est parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. La question paradoxale, ça n'est pas d'achever, mais comment ne pas finir. Composer, c'est ne jamais finir. Ça prendrait beaucoup trop de temps de finir, c'est-à-dire tout notre temps, et pour autant nous n'aurions jamais fini. Car pour composer, il est préférable d'attendre longtemps. C'est dans ce temps long, presque perdu, et qui se perd dans les détails de l'écriture, que se joue l'attente. Attendre, c'est trouver. Pour trouver, il faut perdre du temps. Cette perte est l'attente. Je suis toujours surpris de constater comme ce qui était l'objet de ma quête vient en attendant. Mais cette attente-là n'est pas inactive, au contraire. L'écriture d'une partition est si complexe, et là je veux dire compliquée, si généreuse en perte de temps, qu'elle produit naturellement presque d'elle-même l'espace de cette attente. Lorsqu'un oiseau vole, l'air se divise autour de lui en minces filets. Chacune de ces invisibles traces en produit d'autres et d'autres encore, qui se divisent à l'infini, engendrant de fines chaînes de tourbillons. L'air est sillonné d'innombrables surfaces vibrantes dont les périodes ne cessent jamais d'en devenir d'autres. Tout comme ces tourbillons d'air composés, c'est se réjouir de cet infini mouvement. C'est un acte vitaliste. L'enjeu de la musique, son ravissement vrai, c'est devenir une autre. La musique est un pur monde de devenir où tout est mouvement et retourne au mouvement qu'il a engendré. Composer, c'est ne jamais commencer, ni recommencer, ni finir. Composer, c'est continuer. À la vérité, la musique n'a guère besoin de temps. Elle est le temps. Mais cet autre temps-là qui passe à côté sans jamais en finir, est-il le véritable contenant des événements musicaux à venir si nous ne pouvons jamais connaître le développement de ceux-ci que notre oreille découvre pour la première fois ? Lorsqu'on dit « il faut que j'entende ça à nouveau », c'est bien parce que notre cerveau n'a pas assimilé l'écart de temps entre le silence d'avant et le souvenir d'après. Entendre, c'est donc reconnaître le chemin. Or, écouter, c'est bien davantage. C'est avant tout chercher ce chemin. Les musiques que l'on pourrait qualifier de craintives, celles qui préfèrent être réentendues avant même qu'elles soient écoutées, celles qu'on reconnaît déjà avant même qu'elles retournent au silence, sont celles qui substituent à l'écoute les convenances de la mémoire. Cette mémoire-là, c'est le brisant du composé. La mémoire qui compte n'est pas l'intuition de celui qui retrouve le chemin déjà parcouru, mais l'expérience de celui qui cherche en travers des chemins. La mémoire, c'est faire surgir un champ de coïncidences vives et rayonnantes. À cette condition, la mémoire peut devenir la vraie substance de la musique. On sait que le principe de répétition est un des fondements les plus puissants de la pensée musicale. Composer, c'est aussi y revenir. Ma musique est souvent construite sur la répétition des mêmes motifs. À l'image des vagues, elle articule de nombreuses rotations harmoniques, mélodiques et rythmiques. Ces cycles se touchent, se coupent et se recoupent sans interrompre leur croissance respective. Il peut alors arriver que l'auditeur s'embarrasse de connexions mentales parasites. Il tâche de relier tous ces motifs. Et que son cerveau, finalement, peine à se souvenir des événements antécédents. C'est tant mieux. Écouter n'est pas une activité rationnelle. J'ai toujours pris garde de comprendre et d'assumer cet embarras. Composer n'est pas convaincre. En revanche, j'espère toujours que celui qui écoute n'attend ni ne présuppose rien de ce qu'il cherche.
Les deux fragments de musique pour piano que vous avez entendus, joués ici par la pianiste Vanessa Wagner, ne vous permettent pas encore de saisir la pièce dans son ensemble. Bien sûr, votre oreille a déjà repéré quelques récurrences harmoniques ou rythmiques qui vous permettent de discerner un chemin. Au début, il n'y a presque rien. 2 accords de 3 ou 4 notes qui tournent autour d'un si bécard, hésitent sur un sol dièse, reviennent sur le si, puis subitement retombent sur un do dièse, etc. Ça tourne, ça se retourne, ça va dans l'autre sens, ça revient, ça repart, ça se présente à l'envers, puis un peu de travers. Sur ces accords, la main droite pose une ligne mélodique assez impavide qui pivote très légèrement sur elle-même. La main gauche, comme si elle n'était pas certaine de son désir, semble trébucher sur un rythme un peu boiteux. Cette main pulse le temps, mais un peu à côté, jamais vraiment en face, comme si elle était toujours un peu en retard. À peine, mais c'est assez délicat à jouer. Lorsque j'ai décidé de composer une petite pièce de musique pour cette leçon, je me suis fixé une règle assez simple. Faire simplement. J'ai donc réduit au maximum les éléments avec lesquels je désirais jouer. Mon ambition est non pas de faire simple, mais de laisser penser que quelque chose cherche et se cherche simplement. Nous pourrions alors nous demander comment faire pour que cette musique si brève, presque sans ambition, tout à coup s'étire et s'accroisse un peu. Mais pour l'instant, vous conviendrez qu'il n'est guère aisé de pressentir un futur à ces quelques notes par une hypothèse sur leur passé. Écouter une œuvre musicale n'est pas un travail d'expert en prévision. C'est une incessante conversion mentale qui renouvelle les éléments passés par une complexification instantanée des émotions présentes. Le futur d'une œuvre prend-il donc sa signification au regard du sens que lui accorde son passé ? Par exemple, comment cette petite musique de piano va-t-elle finir ? Pour composer, c'est-à-dire envisager un certain temps, il faut savoir changer les conceptions avec lesquelles nous pensions l'axe passé, présent, futur, de sorte que prévoir un futur soit d'avance condamné par la proposition même, tout autant que penser le passé par un fait que nous qualifions toujours trop rapidement, c'est-à-dire déjà trop tard, de présent. Nous pouvons à peine anticiper les événements à venir. Notons que les conditions de la prédictibilité d'une œuvre peuvent constituer de véritables enjeux musicaux. C'est une esthétique. C'est aussi un moyen de reconnaissance stylistique, donc sociale. Mais il faut se garder de corrompre la qualité de l'écoute et du composé en convoquant de vieux prototypes impersonnels. Composer, c'est comme insinuer un écart dans les modèles antérieurs, comme s'il s'agissait de leur inoculer une forte dose d'infidélité. Cet incessant déplacement de la pensée s'échafaude par accumulation, recouvrement, assemblage et détours successifs, bientôt démentis par une configuration inattendue. Il faut toujours se demander de quelle résolution ce mouvement relève. S'agit-il de confuses intuitions ou d'une aptitude à inventer sans cesse une technique de la différence ? Composer, n'est-ce pas comme décomposer et recomposer sans cesse cette oscillation entre le modèle d'une forme préexistante et l'idée d'une autre ? Il arrive de vérifier que 2 ou plusieurs idées s'aménagent en une seule, alors que leurs devenirs sont préalablement conçus selon des mécanismes autonomes. Nous pourrions retenir l'hypothèse paradoxale que cette similitude est alors produite par des antagonismes. Souvent, une idée change d'idée et devient l'idée.
Je veux dire que toute idée s'avance et s'accroît en élaborant un dispositif animé d'intentions antinomiques à son élan initial, et qu'au-delà même de cette contradiction perpétuellement renouvelée, de nouveaux objets se déterminent, impliquant de nouvelles stratégies d'acquisition de territoire. Ainsi, pourrions-nous imaginer composer par le contraire, à l'envers, dans l'autre sens. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, mais c'est aussi une idée. Nous disions idée, quand bien même fusent les bonnes idées. Un jour, le peintre Degas fit cette remarque à Mallarmé. « Je n'arrive pas à écrire des poèmes, ce ne sont pourtant pas les idées qui me manquent. » Mallarmé lui répondit « Degas, la poésie ne se fait pas avec des idées, mais avec des mots. » Il est bon de rappeler que la musique se fait avec des sons et non avec des idées. Le moindre son entendu peut avoir les plus grandes conséquences pour un compositeur. Le désir de musique se construit quelquefois si simplement qu'il est presque téméraire de l'avouer. À chaque instant, l'oreille du compositeur capte les sons et les voix du monde, quelquefois les plus incongrus, venant des sources les plus diverses, lesquelles se métamorphosent en musique, sa musique. Dès lors que l'on ne confond pas l'idée dont nous parlions avec sa définition commune, comme objet d'une représentation ou chose de l'esprit, il faut pourtant remarquer qu'en musique, une idée, c'est presque rien. En musique, l'idée est un auxiliaire de la pensée, mais ce n'est pas ce qui rend audible, j'allais dire visible, la forme. À mon sens, le fondement d'une œuvre musicale est principalement concerné par une volonté dynamique de faire ou d'agir. C'est le vitalisme dont je parlais, et peu importe l'idée. Apprendre la musique me fut extraordinairement difficile. Non pas l'acquisition des outils fondamentaux de la technique, cela est assez simple et ne relève au fond que du stockage de données. Je veux dire apprendre au sens d'accéder à. Quelque chose résistait au point de perpétuellement me maintenir dans un état d'immobilité totale. On le sait, l'apprentissage musical est le triomphe absolu du pragmatisme. L'acte d'apprendre la musique est, au sens où l'entendent les militaires, une instruction. L'acquisition forcenée, d'ailleurs souvent par la force, d'une technique préjugée idéale. Le ressassement est au centre de cette procédure d'acquisition. Nombreux sont ceux qui abandonnent. Mais apprendre, ce n'est pas seulement acquérir une maîtrise. Apprendre, c'est devenir un autre libre et souverain. La difficulté fut de métamorphoser mon désir en une expérience. Mes motivations restaient intactes, mais l'émergence improbable. Pour émerger, il fallait forcer cette conjoncture, qui était aussi une conjecture, en la renversant. Puisque la musique ne pouvait venir à moi, il fallait nécessairement trouver le moyen d'aller à elle. Alors apprendre, ce fut composer. À ce point, composer, c'était reconstituer un itinéraire dont je ne connaissais plus la destination. Mon ignorance fut au centre de ce dispositif. En effet, je ne savais plus rien. Enfin, presque par hasard, je devins autodidacte par volonté. J'osais le croire, quelle chance, tout à faire, avant même d'en savoir trop. Alors, composer, oui, mais comment ? Composer, c'est former. Mais comment ça se forme, une forme ? Comment former une forme ? Former quoi ? Créer une musique, composer, c'est composer une forme. Former, c'est inventer des bords. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot forme. La forme, c'est d'abord un concept, c'est la structure temporelle d'une œuvre. L'histoire de la musique est garnie de mots comme symphonie, sonate, cantate, oratorio, opéra, rondo, fugue, passacaille, etc. En vérité,
ce sont des genres. Mais tous supposent l'idée d'une forme spécifique. Je n'ai jamais eu de point de vue très historique sur ce débat si important aux musiciens et me suis souvent trouvé fort dépourvu lorsque j'avais à répondre sur ce si prisé et délicat sujet. À peine la question posée, une litanie de définitions prépensées s'imposait devant la moindre de mes tentatives de raisonner ailleurs. Loin de moi l'idée de contester toute réflexion concernant cette question, mais il me semble que l'on peut attribuer à la forme musicale un sens beaucoup plus général. Passionné par le monde des arts plastiques et de l'architecture, le mot « forme » veut dire pour moi « forme ». Là, il ne s'agit plus seulement d'une structure temporelle, mais d'une structure spatiale. C'est-à-dire qu'en imaginant de la musique, je vois des formes. Je pourrais même préciser, j'entends des formes, tant ce déplacement entre vision et oreille m'est familier. Une partie de mon travail s'articule de lui-même autour de cette représentation allégorique. Comme si l'invention de ma musique passait par le filtre mental d'une production de formes géométriques très souples, à l'image d'une danse de figures abstraites, entrelaçant lignes, masses, angles, tourbillons, blocs, volumes. Ces mouvements intérieurs émanent d'une essence, à n'en pas douter, chimérique, mais prennent réalité dans des formes acoustiques par le détour des instruments, en tout premier lieu l'orchestre symphonique. Ainsi, il peut arriver que le premier projet d'une nouvelle composition naisse de purs rapports de formes dessinées avant même d'exister en notes. N'oublions jamais que la musique écrite repose sur un étrange paradoxe, encore un paradoxe. La chose n'est pas la chose. Une partition n'est pas la musique, elle en est le moyen. La musique n'est pas la partition, mais la mienne ne peut apparaître sans elle. Il m'est impossible de construire une musique sans l'écrire. Le corps de mon travail est le papier, et c'est par cet étrange transfert de l'écriture que je puis transcrire mes intentions vers le monde incorporel des sons. Souvent, je m'amuse à penser que la musique n'est pas un art précis. Hanté par une logique de la possession, l'écriture de la musique nous contraint à adopter des techniques de déviation et d'écart entre plusieurs gestes antinomiques. Ce qui s'entend ne peut toujours être noté. Ce qui se joue n'est pas toujours ce qui est noté. Ce que l'on note ne peut toujours s'entendre. Ce que l'on joue ne peut toujours s'écrire. Composer, c'est accepter de laisser migrer ces équivoques vers des zones et des rebords dissimulés à notre capacité de conscience. Composer, c'est consentir au fait que ce désir d'équivalence parfaite entre partition et musique soit perpétuellement inassouvi. Pour mieux comprendre, il faut aussi observer les mouvements continus de la main qui arpentent la feuille de musique. Chacun de ces mouvements est bref, mais détermine de nombreuses dissemblances instrumentales. Aller vers le haut de la feuille, descendre, puis aller à gauche, à droite, non, revenir en haut, à gauche, à droite, non, etc. Ces mouvements de la main greffent et fécondent par bouture les rythmes et les timbres entre eux. La vitalité de l'un engendre la substance d'un autre et réciproquement. C'est par cet incessant mouvement que naît la musique. Il y aurait beaucoup à dire sur cette petite danse de la main et la façon dont elle participe à la fabrication d'une œuvre. Je me souviens du compositeur Franco Donatoni qui s'était amusé à me dire que l'on n'écrit pas la même musique en bout de page qu'au début. J'étais très jeune et fus surpris par cette déclaration peu orthodoxe, mais il avait raison, car il arrive que les dimensions de la page freinent ou désorientent le cours d'une composition. Ici, le point décisif n'est pas le statut du temps, ni la durée, ni l'espace, mais les facteurs d'inertie des moyens employés, format de la page, qualité du papier, crayon, gomme, règle, encre, etc. Mais
Comment faites-vous? Comment faites-vous? Demande-t-on souvent aux compositeurs. Il est vrai qu'entendre les sons intérieurement est un grand mystère pour ceux qui ne pratiquent pas l'écriture musicale. Mais tous les compositeurs ne possèdent pas cette technique. Nombreux sont ceux qui ne peuvent se passer d'un piano pour composer. Ils ont besoin d'entendre au sens premier du mot leur musique avant de la transcrire. Aujourd'hui, les extraordinaires possibilités de simulation sonore qu'offre le plus simple des ordinateurs tendent à remplacer, chez certains, l'écoute intérieure dont je parlais plus haut. Doit-on le regretter? Oui, si le médium informatique impose ses solutions propres. Absolument pas si la pensée est préalable à la réalisation. Michel Foucault disait que la pensée, c'est la liberté par rapport à ce qu'on fait. Le mouvement par lequel on s'en détache, on le constitue comme objet et on le réfléchit comme problème. Que l'on ait besoin d'un piano ou d'un ordinateur, aucun moyen de parvenir à écrire sa musique ne peut préjuger de la qualité d'une œuvre. Pour ma part, et même si je ne déteste pas vérifier au piano, je considère comme un grand privilège l'aptitude d'imaginer la musique sans rien d'autre qu'une feuille et quelques crayons. Il m'est très important de signaler cette particularité car c'est dans cet espace que je pratique mon métier. Je suis un musicien de table. Et c'est à partir de ce lieu-là que se déplie l'oreille pensée. Cette oreille-là est l'écoute du dedans. Notre petite musique pour piano se termine donc ici. En déplaçant très légèrement leurs accents, les accords sont progressivement altérés au-dessus, un peu en dedans. La ligne mélodique s'est étendue plus amplement, puis doucement s'est brisée, alors qu'en dessous, très légèrement pulsée par un rythme interrogatif, une autre ligne, mais d'où venait-elle, s'est obstinée à répéter les deux mêmes notes, si sol dièse, alors qu'au-dessus, la ligne que nous pensions la principale s'est enfin rassurée à revenir sur Rebecca, sa note, celle vers laquelle elle exigeait d'y venir. À la vérité, cette pièce n'est qu'un très très bref chapitre d'un grand cycle non-accord achevé, divisé et coordonné en de nombreuses sections. La composition de ce cycle m'accompagne depuis 2 ou 3 ans déjà, car j'ai toujours aimé, de loin en loin, écrire des pièces au bord d'une autre partition de plus grande envergure. Par-delà sa simplicité et son peu d'ambition formelle, cette petite musique s'expose et se déplie en plusieurs parties, dont chacune est le palimpseste de la suivante. Mais il n'est pas essentiel de le savoir. Pas plus d'apprendre que chacun des éléments sonores que vous avez entendus provient en fait d'une autre composition qui a peu de relation avec ce projet pour piano. C'est comme une greffe.
ou plus exactement un rhizome, comme disait Deleuze. Quelque chose s'est échappé d'un projet plus important qui, lui, m'occupe chaque jour et s'est dispersé dans cette miniature pour piano. C'est comme s'il s'agissait d'inventer les fissures, les interstices et les écarts d'où s'échapperont d'autres musiques. Beaucoup de mes pièces de musique de chambre ont ainsi été composées entre, ou plus exactement d'entre, la matière même d'une autre plus importante. C'est au fond comme si composer relevait d'une écoute à l'intérieur d'entre choses, comme si certaines musiques relevaient d'un geste d'écriture dont le mouvement devait recouvrir le mouvement d'une autre. J'ai souvent le sentiment que mon travail s'articule en désarticulant les partitions déjà faites. J'entre à l'intérieur, je fouille, j'écarte, je découvre des connexions que, naturellement, j'espère nouvelles. Je vais chercher au plus profond cette matière, je l'extirpe, la remonte à la surface, et de ce peu d'éléments, je produis une autre musique entre. Chaque musique est ainsi reliée aux autres de façon implicite ou explicite, et toutes restent conjuguées par des réseaux secrets qui assurent la cohérence structurelle de l'ensemble et du flux qui l'anime. Car la musique, on l'aura compris, est tout sauf un objet inerte, au sens où la biologie peut l'entendre, elle est vivante. Une forme musicale est comme un organisme animé par la vie, où chaque partie s'élabore et se développe en fonction d'un dynamisme global. Les forces qui façonnent cette forme agissent comme des poussées d'énergie émergeant du cœur même de la matière. Composer, ce serait sculpter de l'intérieur plutôt qu'ébaucher par l'extérieur comme peut procéder un sculpteur. Ainsi, le vitalisme d'une œuvre musicale tient surtout à sa capacité d'inventer en permanence ses propres critères de volonté. Une forme n'est pas seulement une configuration dépendant d'un contexte, c'est aussi un ensemble d'énergies déductives formulées par l'imagination. Composer une forme, c'est déterminer et affirmer une proposition par les modalités de sa construction. Toutefois, la composition musicale peut s'affranchir des inductions, et ce n'est pas le moindre de ses privilèges. Composer, ce n'est pas agencer en chaîne causale des données empiriques pour nous offrir un rationalisme que la musique ne réclame pas. La musique n'est pas soumise à une logique d'autorégulation. Alors, quittons un instant le monde des déterminations purement musicales et prenons acte de l'assertion suivante. Une forme, c'est ce qui se déforme. Imaginez une ligne sinueuse et ondoyante. Très doucement, elle s'incline un peu, puis se relève, esquissant des courbes irrégulières. Cela pourrait être une ligne musicale, quelques notes qui chantent. Mais gardons plutôt l'image d'une ligne. Chacun de vous peut donc imaginer une ligne qui posséderait ce simple aspect. Elle est comme la métaphore d'une impulsion, elle est quelque chose que soudain nous inventons presque en fermant les yeux. Si l'on veut, c'est un spectre visuel, l'épure fugitive d'une inspiration. C'est comme l'apparition de quelques mouvements mystérieux de la vie. Cette ligne ne doit sa forme qu'à un enchaînement de décisions presque arbitraires. C'est comme un mécanisme dont les engrenages sont animés par des intuitions dissimulées à notre conscience. Mais il est possible de se réjouir avec, comme s'il s'agissait de prolonger un jeu d'enfant. Je vais donc jouer avec cette inspiration simple, cette vision initiale. Par exemple, jouer à la segmenter, puis à le reconstruire en quelque chose d'autre. À chercher différentes harmonies dans les proportions. Je vais travailler cette impulsion première, la réordonner comme on travaille avec un puzzle. Je puis aussi jouer à retrouver intacte ma première impulsion, à retrouver plus pure, plus intense son inspiration première, voire à l'intensifier, à la comprimer, à la dilater, subitement lui octroyer une fulgurance verticale.
etc. Composer peut ressembler à cela. Composer, c'est confondre le phénomène et le principe vital qui crée et agence une forme. Toutefois, créer de la musique ne relève pas toujours d'une inspiration exclusivement musicale. La musique est évidemment une matière dont le compositeur a besoin pour exprimer l'univers de ses désirs. Mais pour vivre et rayonner, la musique a besoin de se confronter à la complexité des différents modes de la pensée artistique. En art, le solipsisme n'est pas souhaitable. Aucune expression ne peut rester autonome. Et je crois qu'au-delà des matériaux que se choisissent ceux qui créent, il existe des universaux et des invariants de pensée qui les rassemblent. Dans mes cours, j'insisterai sur les croisements des savoirs artistiques. Plus haut, j'ai parlé de ce que peut m'offrir l'architecture, mais il m'arrive souvent de résoudre un problème de composition en allant puiser une solution dans l'étude d'une photographie, en lisant un livre, en regardant un film ou en contemplant une peinture. Pour ces raisons, et préalablement à toute réalisation, j'aime penser de la façon la plus générale possible. L'imaginaire, c'est discerner ses raisons profondes dans la moindre présence. Tout lui est heureux. Ce qui lui importe est construire. Construire une forme, c'est inventer les conditions d'un essor. Le déploiement doit être inlassablement enrichi par des nouveaux principes d'accroissement. À l'écoute de cet exposé, vous seriez en droit de vous demander en quoi consiste de nos jours une méthode. La réponse appartient à ceux qui font face à la composition musicale, c'est-à-dire aux compositeurs. À toutes les époques, ceux-ci ont réfléchi à cette question. Une méthode est un ensemble de relations qui maintient et transforme les choses qu'elle assemble. Nous le savons, la théorie fut au centre de l'histoire de la musique du XXe siècle. Mais nous aurions bien du mal aujourd'hui à trouver un compositeur qui s'entêterait à définir une méthodologie universelle de la composition musicale. Il ne m'appartient pas, je suis aussi peu musicologue ou historien qu'il est possible de l'être, de regretter cet état de fait, même si je crois avoir définitivement compris qu'il est vain de traiter rationnellement une question aussi irrationnelle que celle concernant l'organisation des sons entre eux. Et puis le monde, notre monde, est devenu bien trop complexe pour envisager une quelconque totalité. J'ai pourtant commencé à imaginer la musique hantée par cette intention presque faustienne. Certes, c'était assez rassurant. Comme beaucoup d'autres, je pensais qu'il était possible de découvrir un langage nous permettant de bâtir un monde musical insolite et neuf. Et longtemps, j'ai cru que les sciences proposeraient une réponse à une question qui relève au fond de la philosophie. Mais quelle science, me diriez-vous? Et pour quelle musique? Depuis les années 50, l'histoire de la musique tient sa dignité des paradigmes qu'elle a imposés. L'un d'eux fut de défier, d'affronter les vieilles moutures du pensée musical, au risque de tomber dans l'excès, excès qui ne manquait ni de style ni de grandeur. De nombreux compositeurs n'admettaient rien qui ne fût nouveau. La science, prenons donc le mot dans son acceptation commune et que les scientifiques me pardonnent, offrait à l'imagination de ces artistes musiciens de multiples champs d'interprétation et d'investigation formelle, souvent teintés, il est vrai, d'un étonnant lyrisme. Edgar Varèse, Yanis Xenakis étaient de ceux-là, et je leur dois les enthousiasmes les plus ardents de mes années d'apprentissage. J'appartiens ainsi à une génération de compositeurs qui a beaucoup espéré de la science, car son ambition était celle d'un monde tourné vers le futur. Ce monde était pour nous une promesse, un avenir à venir, comme un songe qui, à l'horizon de nos certitudes, se profilait sans doute aucun.
Nous fûmes tous plus ou moins enclins à croire que la science pouvait nous aider, sans doute parce que nous la confondions avec la technologie, qui est une toute autre affaire. La science fournit des codes, des règles, des systèmes et même des principes. Beaucoup de compositeurs ont besoin d'assembler des théories d'origine diverses, surtout mathématiques, afin de structurer leurs œuvres. Et moi-même, je ne dédaigne pas le faire. Ce n'est pas sans élégance conceptuelle et c'est rapidement efficace. Faire glisser un chapitre de la théorie des groupes sur une grille d'accords ou des échelles de hauteur ou de rythme est un exercice extrêmement joyeux, même s'il s'agit d'un usage relevant à mon sens d'une combinatoire résiduelle ou de seconde importance. S'assurer des proportions par analogie ou transfert d'un modèle tiré de la physique ou de la biologie prodigue un vertige tout particulier, celui de croire que la structure d'une œuvre puisse être assurée par les principes d'un monde que nous concevons plus ordonné que le nôtre. Mais la musique ne traite pas d'un système idéal de pensée. Les relations et les interdépendances de ces agencements ne sont pas synchronisées par la raison, ou plus exactement, par ce rationnel dont je parlais plus haut. Ainsi, il m'est arrivé de regretter que la science, ou plus exactement l'idée que nous nous en faisions, fût ce quelque chose au-dessus que l'on plaçait avant la musique, comme un rempart à l'intuition. Certes, l'empirisme n'est pas la seule issue pour composer, mais il faut bien se résoudre à constater que créer de la musique n'a jamais édifié la moindre axiomatique temporelle apte à rivaliser avec celle des sciences. Or, la musique n'est pas moins importante qu'une science quelconque, c'est donc qu'elle est ailleurs. Les sciences ne semblent pas s'attarder à étudier la notion de devenir et s'appliquent à localiser les changements au cours du temps par des procédures d'examen complexes, mais cela ne peut guère aider un compositeur à anticiper l'avenir dont nous parlions. Un devenir subjectivement composé suppose une tactique de transformation des contours. Composer, c'est faire dériver ceux-ci et les distendre par mutation graduelle selon des agencements troubles et irréversibles. Composer, c'est libérer cette distension des contours. Pour composer, il faut l'imagination et le désir d'agir et penser le temps à venir, non le pronostiquer par une quelconque conviction formaliste. Composer, c'est sans cesse inventer et réinventer une fuite du présent vers l'avenir, puis greffer un peu de futur dans le passé, revenir au présent, sans cesse conjuguer les temps d'un verbe imaginaire. La motivation d'une forme musicale, c'est la confirmation et le maintien du développement de son essence, non le fait de convaincre d'un présupposé doctrinal. En musique, on ne démontre rien et une musique ne prouve rien. Disons alors que créer, c'est décidément inventer des paradoxes. Par exemple, ne pas respecter ses propres procédures, en inventer d'autres, puis à nouveau faire le contraire, commencer et recommencer à l'envers, trahir les règles, changer arbitrairement ses choix subjectifs, les encombrer d'une affirmation antagonique, y renoncer brutalement, en choisir encore une autre, douter, recommencer, etc. Créer, c'est accepter et même se faire le miroir, si l'on veut, des conflits et paradoxes fondamentaux du vivant, par le truchement du désir, lui-même bien entendu conflictuel et paradoxal. Créer, c'est disjoindre, puis rassembler, effacer, puis réécrire la même chose, changer d'échelle, rétrécir, compresser, puis dilater, hésiter à nouveau, sans cesse repartir, toujours poursuivre. L'important est de traverser, jamais d'éviter. Énoncer des paradoxes, c'est comme dénoncer les conceptions préétablies sur la vérité du monde, car notre regard sur le monde n'est jamais la vérité du monde. Mais les paradoxes ne sont pas des contradictions. Quand j'énonce une assertion, disait Raymond Queneau, son strict contraire est presque toujours aussi intéressant.
Cette phrase, si énigmatique et pourtant si simple à comprendre, n'est pas à envisager selon un principe d'équivalence. Chaque chose n'a pas nécessairement, et si l'on peut dire, son antonyme. Mais les forces les plus vives de mes créations, je les ai souvent trouvées en vérifiant l'existence d'un objet musical par son inverse. Par exemple, et sur un mode très métaphorique, quand je pense à un son aigu, je tente toujours de lui trouver un équivalent dans le grave. Si je pense à un son dans une dynamique très forte, et j'essaye de le vérifier en l'écrivant très doucement, etc. Or, un grave n'est pas tant le contraire d'un aigu, ni un fortissimo tant l'inverse d'un pianissimo. Mais peu importe les raisons de la dialectique, composer est un acte vivant. C'est aussi une expérience humaine. En invitant des musiciens sur cette scène au cours des leçons à venir, j'aurai l'occasion d'appuyer cette conception dynamique de la composition de façon concrète. Comme un journal prononcé à haute voix, j'aurai plaisir à vous faire participer aux recherches qui sont les miennes en dépliant note à note quelques partitions de mon répertoire de musique de chambre. Je tenterai de désigner leur cartographie et leur principe de transformation, mais pas uniquement, car je ne suis guère porté sur l'analyse pure. Il m'importera surtout de vous faire entendre, et peut-être même voir, les détours et les doutes qui sont les miens, les hésitations et les imprécisions avec lesquelles je travaille. C'est pourquoi mettre à nu les mécanismes stylistiques ou grammaticaux de mes partitions n'aura de vrai sens que si ceux-ci formulent des interrogations, car je ne sais pas non plus s'il est possible de retrouver le chemin qui mène à une création musicale. À la vérité, il n'est guère conscient, même s'il est clair, que prendre une décision sans en percevoir nettement toutes les phases inductives est déjà un acte conscient. Lorsqu'elle semble communément relever d'une ignorance des situations et des motivations qui font agir, j'aime à parler d'inconscience, c'est encore une zone d'ombre. Et pourtant, un artiste n'a pas toujours besoin de savoir ce qui se passe, même s'il est clair que souvent il sait comment faire. Mais comment faire ne veut pas dire pourquoi il sait comment faire, ni comment il va le faire. Il le fait. Et c'est souvent bien plus tard qu'il comprend pourquoi il l'a fait. Ici, là, à ce moment-là, exactement à ce moment-là, précisément ce moment-là. C'est en ce sens, j'espère, qu'il me sera possible de vous parler d'une création en train de se faire. Je vous remercie.